et leur sentence est irrévocable. Mistralienne, Mistralien, bienvenue sur la chaîne Mistral Main Autre avec exceptionnellement un point actualité qui remplace le débrief des épisodes de la semaine. Mais du côté débrief, vous pouvez revoir ma vidéo du Prime Blackout qui nous a été proposée cette semaine par France 3. Et malheureusement, dans le cadre de ce Prime, Plus belle la vie a concédé pour la deuxième fois de suite sa pire performance historique avec seulement 2,29 millions de téléspectateurs au rendez-vous et 10,6% de part de marché. Rendez-vous compte, il y a un an, Évasion, qui était diffusé en début du mois de décembre, avait réuni déjà le plus faible score parmi les 26 primes en tout, avec tout de même 3 millions de Français et 12,7% de part de marché. On peut appeler ça une dégringolade. Par exemple, en février 2012, il y avait eu 5,7 millions d'aficionados pour le prime qui s'appelait Coup de froid aux 4 soleils. Je vous annonce que dans un futur plus ou moins proche, je vous ferai un petit classement des 5 meilleurs primes et des 5 plus mauvais primes. Classement très personnel que je vous livrerai en cours d'année 2022. Attaquons-nous maintenant au casting très fluctuant de Plus belle la vie. Alors, il y a déjà 2 mois, Grant Lawrence a été mise à la porte puisqu'il a été décidé de tuer César. César et Baptiste ont tout juste eu le temps de développer César et Baptiste Répare, ou Baptiste et César Répare puisque ça a été inversé. Et on dirait bien que cette entreprise est tuée dans l'œuf puisque on prépare une reconversion pour Baptiste qui pourrait devenir pompier. Je ne sais pas si c'est Barbara qui les fait tous tomber comme des mouches puisqu'elle a côtoyé de très près César, mais c'est une autre proche connaissance qui maintenant met les voiles en la personne d'Alison. Mira Tillian a officialisé son départ de la série après 5 ans de bons et loyaux services pour se lancer dans la musique. Après avoir adressé un joli message vidéo à Grant Lawrence, Léa François a cette fois-ci salué sa partenaire de jeu à travers un message publié sur Instagram. L'occasion de revenir sur le départ expéditif d'Alison qui s'est fait assez incognito. On peut se rappeler cette dernière scène avec Karim, une grosse menace dans laquelle il lui suggère de changer de trottoir si jamais se recroisent. Une rupture improbable avec Abdel et une discussion dans laquelle Alison affirme avoir eu un coup de cœur, un coup de foudre même pour un inconnu rencontré dans un nightclub. Boris est chez lui, il a éteint toutes les lumières, il a son petit pantalon à pattes def, rouge, pompe blanche. Et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien en couple avec ce parfait inconnu. Et sans compter, c'est ce qui me chiffonne le plus, qu'on n'a pas eu la moindre scène d'adieu entre Alison et Mila. Je pense même que les deux comédiennes n'ont pas échangé une seule fois en 2021. Leur dernière intrigue commune remonte à la fin 2020, où Mila reprochait à sa sœur de ne pas impliquer le camp Fedala puisqu'elle tenait à faire échapper Mousse. Et donc ce qui avait abouti à ce prime évasion. Alors on pouvait craindre également le départ de Mila puisque la précédente génération de Scotto a tout été éradiquée. Plus d'Antoine, plus de Tom, plus de Louis, ça c'est officiel. Théo, on n'a plus de ses nouvelles. Je pense que ça fait au moins 1 an et demi que Jules Fabre n'a plus été aperçu à l'écran. Il y avait une rumeur comme quoi on le reverrait en fin d'année puisqu'il aurait repris les tournages à la Belle de Mai en août 2021, mais ça ne s'est pas concrétisé dans les épisodes quotidiens. Pour Mila, on peut se rassurer, elle est stabilisée dans le feuilleton, elle fait partie de la colocation, elle est en couple avec Mousse, elle a des retrouvailles avec Jeanne, elle pourrait être impliquée dans le retour d'Anémone que l'on a vu en partie avec Barreau dans le dernier Prime Blackout. Bon, a priori, ce n'est pas le départ d'Alison qui va fragiliser celui de Mila, mais j'en profite pour féliciter l'actrice Malika Alaoui. Ça fait quand même bizarre parce qu'on n'imagine pas du tout Mila en mère de famille, la façon dont le personnage est développé. Bon voilà, c'est toujours une habitude dans les feuilletons d'avoir des personnages bien plus jeunes que leur interprète. Ça peut avoir ses limites, mais bon, j'imagine que les auteurs vont vouloir faire passer un cap à la petite amie de Mousse. On va voir ça à son retour. Sacha et Victoire quittent aussi le Mistral pour rejoindre Bordeaux. Oui, c'était la destination d'une certaine Sophie Libourne bien des années avant eux. Alors c'est un peu comme Alison, on a un goût d'inachevé avec Sacha, il est sorti d'une chouette aventure avec Luna, ils ont vraiment nourri une belle complicité, et là on prive Luna de celui qui est aujourd'hui son meilleur ami. C'est assez terrible pour elle, mais c'est quand même assez finement joué car on ressent et on comprend sa solitude. On quitte donc un Sacha toujours aveugle, mais moins rabougri, et c'est sûrement la fin des Malkavians au Mistral après 12 années de présence. Personnellement, j'adorais Jonas, mais l'acteur avait décidé de quitter la comédie. Tous ces personnages débutent des années 2010, Jonas, Élise, Margot, Paul, c'est vraiment ma génération préférée, et Sacha était en quelque sorte l'un des derniers ressorts. Il reste un Eman Vitroy, mais ses apparitions restent très saporadiques. Et le départ de Sacha va sûrement conjuguer celui probablement de Seta qui avait offert quelques bonnes joutes verbales avec Myrtha.
Alors il n'y a rien d'officiel comme avec Flavie Péan, mais pour elle c'est assez terrible. Hormis l'intrigue du retour, elle avait pris les traits d'une certaine agente prénommée Mathilde. Elle n'aura pas laissé une grande trace lors de son second passage, alors que Victoire fait irrémédiablement partie des jours heureux de Plus belle la vie. Au final, je pense même que l'actrice regrette ce retour, et voilà, on n'a aucune valeur ajoutée au personnage malheureusement. Malgré tout, le couple s'en va heureux et on ne ferme pas la porte à des apparitions futures. Je pense surtout qu'il n'y avait plus d'inspiration, on ne savait plus comment écrire Sacha et Victoire, et pour le coup ce n'est pas un reproche. Quand des personnages sont autant durablement installés, eh bien ça arrive qu'on ait une panne d'inspiration, les acteurs peuvent avoir l'impression d'avoir fait le tour de leur personnage, et bien cette impression peut aussi être ressentie par les scénaristes, surtout si elles travaillent sur une même série depuis plusieurs années. Le dernier gros dossier auquel je souhaite m'attaquer, c'est Sophie Corcel, incarnée par Marine Dano. Alors pour le coup, on ne peut pas ressortir cette excuse car c'est un personnage récemment arrivé, c'était à l'automne 2020. Avec Sophie Corcel, on a l'exemple typique du décalage irréversible entre un comédien et les auteurs. En février, je me suis entretenu avec Marine Dano, et je l'ai interrogée sur la perception qu'elle avait de Sophie, un personnage détesté du public. Elle m'avait répondu qu'elle ne la jouait ni comme une méchante, ni comme une manipulatrice. Pour elle, Sophie est quelqu'un de fragile et de maladroit, voilà les deux principaux défauts que la comédienne m'avait avancés. Sophie, si on résume son CV, elle débarque avec Lola et Kylian en prétendant que les deux rejetons sont les enfants de Roland. Ce dernier se cambre vis-à-vis de Sophie et sacrifie Thomas jusqu'à le priver de son appartement, et Gabriel et Thomas, aux dernières nouvelles, logent toujours à l'hôtel. Elle enchaîne ensuite les relations jusqu'à se mettre en couple avec un François plus cynique qu'elle et qui finit par l'abuser pour obtenir les principales parts du Mistral. Elle n'est pas particulièrement aimable avec les gens du quartier, et elle finit même par rendre Blanche sympathique lors de leur crépage de chignon. Et alors cerise sur le gâteau, c'est quand même son retrait de l'antenne. Sophie a trouvé un nouveau mec et elle se casse avec lui à Toulon pour littéralement abandonner ses enfants, et là je ne vois pas où est la logique. Elle a fait des choses insensées pour retrouver Roland, le convaincre de la soutenir financièrement, elle et ses enfants. Elle en a fait voir de toutes les couleurs à Thomas et Gabriel pour leur subtiliser leur appartement. Et donc là, elle part sur un coup de tête, elle renonce aux gosses et à l'appartement. Bon, Sophie a beau avoir fait un dernier tour de piste après avoir été convoquée au commissariat, et hop, elle est repartie loin de Marseille. Un geste qui aura de graves conséquences puisque Kylian, son fils, va sombrer dans la drogue. Alors est-ce que Roland va le reprendre en main, même si ce départ est assez brutal? Il ouvre malgré tout quelques perspectives intéressantes. A priori, la liste s'arrête là, mais je le répète, je le maintiens, je le soutiens, il faut des solutions pour réinsuffler un rythme. Le feuilleton va descendre en dessous de la barre symbolique des 10% en part de marché à ce rythme, et la dynamique est assez catastrophique. Il faut réaliser que sur TF1 à 18h30, le feuilleton Ici tout commence rassemble autant de téléspectateurs que France 3 à 20h15. Donc voilà, je crois que l'année 2022 va être véritablement charnière pour savoir si le Mistral peut renaître de ses cendres ou pas. Merci de m'avoir suivi, je n'oublie pas Pénélope dans l'attente d'un pouce bleu, même si malheureusement elle est un peu triste parce qu'elle n'a plus de rival, son meilleur rival a disparu, plus de pouces rouges. On peut disliker, mais seuls les créateurs pourront voir ces fameux petits pouces rouges dans leurs statistiques, ce qui est un peu déloyal. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, maintenant que vous en avez l'habitude, pour un débrief des épisodes de la semaine, un débrief disponible sur ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.